Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Harley-Davidson et d'Indian en France au début des années 1920. Alors comme c'est ma 101e vidéo, je pensais d'abord vous faire une vidéo pour vous raconter toute l'histoire de l'Indian Scout 101, donc la fameuse Scout 101 construite entre 1928 et 31. Mais j'ai décidé d'attendre d'avoir l'occasion de vous en montrer une en vrai. Donc voilà, j'en connais quelques-unes. Donc j'attendrai que l'occasion se présente et je vous parlerai de l'Indian Scout 101 lors de ma peut-être 152e vidéo, je sais pas, mais pas forcément lors de la 101e. Donc aujourd'hui, en revanche, je vais vous parler aussi d'Indian, aussi d'Harley-Davidson, mais surtout de ce qui s'est passé en France et de quelle manière ces motos sont arrivées en France. Donc beaucoup imaginent que ça s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, donc l'invasion d'Harley, WLA, WLC, qui ont été laissés sur place par les Américains, qui ont été ensuite civilisés, entre guillemets, par pas mal de bricoleurs français, notamment Maurice Combalbert à la PAMA. Je vous avais fait une autre vidéo à ce sujet, mais ça s'est passé bien avant. Donc moi-même, j'ai longtemps cru que les premières motos américaines étaient arrivées en France à partir de la Première Guerre mondiale, avec les forces armées américaines, les forces alliées, mais en vérité, en faisant vraiment des recherches beaucoup plus approfondies, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des Indianes qui avaient, des pneus d'Indianes qui avaient foulé les routes françaises à partir de 1911. Donc, je vais vous montrer à l'écran une photo d'un certain Moorhouse, donc un pilote britannique, qui a couru à Londres, qu'est-ce que je dis à Londres, en France, à partir de 1911. Et ce qui paraît relativement logique dans la mesure où à partir de 1909, il y avait déjà une agence, une filiale indienne à Londres. Donc. Et il y avait également un pilote français qui s'appelait André Grapperon, qui a lui aussi piloté des Indianes donc sur route en France avant de partir disputer des épreuves de board track aux États-Unis. Donc oui, il y avait bien un Français qui a couru sur Indian aux États-Unis à la grande époque des pistes de board track. Toujours est-il que la majorité, bien sûr, des motos américaines est arrivée à partir de l'entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917. Donc, elles servaient d'estafettes, c'était du matériel de guerre en quelque sorte, hein, même si c'était pas de l'armement, c'était du matériel de guerre qui permettait de faciliter les liaisons entre les différents postes des armées alliées. Donc, il y a eu une majorité d'Indianes. J'ai toujours ce chiffre en tête que 64% des motos américaines de la Première Guerre mondiale étaient des Indianes. Ensuite, le reste, c'était principalement des Harley-Davidson. Et de manière très minoritaire, il y avait aussi des Excelsior, peut-être même des Cleveland, hein. Je m'en souviens pas bien, mais je pense qu'il y avait aussi quelques Cleveland de très petites cylindrées qui faisaient partie donc du matériel de guerre euh, apporté sur place par les Américains. Le 11 novembre 1918, donc, il y a eu la signature de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Les Américains sont encore restés jusqu'en été 1919 en France pour s'assurer que tout allait bien, pour organiser toute la logistique. Toujours est-il que c'était pas rentable pour eux de rapporter tout ce matériel aux États-Unis. Donc tout ça est resté en France. Et là, je vais vous montrer des photos de stocks absolument incroyables à Paris et en région parisienne, d'Harley, d'Indian, mais aussi d'autres motos. Il y avait des BSA, il y avait des Triumph, il y avait des motos anglaises, bien sûr. Et donc, ces stocks absolument incroyables sont partis au domaine, ont été rachetés par des marchands de motos qui ont senti le filon et qui ont senti surtout qu'il y avait un marché pour cette moto américaine, car à l'époque, une 500 cm3, c'était déjà une grosse cylindrée en France. Les plus grosses motos françaises étaient, pour ainsi dire, des 750, hein, et déjà avec une 350 cm3, on pouvait bien rouler et puis bien frimer, hein. La 350, c'était pas la petite 125 ou 175, hein. Donc il y avait la 350, la 500. Alors vous imaginez bien qu'un bicylindre de 1000 cm3 fabriqué aux USA, alors ça faisait rêver pas mal de monde.
Donc, il y a eu des agents, des importateurs, si vous voulez, aussi bien pour Harley-Davidson que pour Indian, qui se sont mis en rapport avec les maisons mères des constructeurs à Milwaukee et à Springfield. Donc, l'agence française Harley-Davidson était à Neuilly-sur-Seine, c'était Good et Denizet. Donc, il y avait aussi des sous-agences. Donc, il y avait Psalty, par exemple, Baïf, il y avait Durand et Vigneault. D'ailleurs, Durand et Vigneault, j'ouvre une petite parenthèse, ils étaient installés rue de Picpus à partir du tout début des années 20, et c'est à eux que Pierre Bory a racheté donc l'affaire en 1946 pour ouvrir les établissements Bory, qui existent encore aujourd'hui. Donc on dit souvent que la plus ancienne concession Harley-Davidson de France, ce sont les établissements Bory, parce que officiellement ça a été inauguré en 1946, mais si on remonte plus loin que ça, cette adresse, cette entreprise existait déjà à partir du début des années 20, mais sous un autre nom, donc sous le nom de Durand et Vigneault. Même chose donc pour Indian, donc il y avait l'agence française Indian qui s'appelait Second, S-E-G-O-N-D, avec donc une filiale à Paris et une filiale au 160 cours Lyoto à Marseille. Alors, pour la petite anecdote, le cours Lyoto, le 160 cours Lyoto, il y a aujourd'hui à cette adresse, il y avait pendant très longtemps une concession Suzuki. Depuis quelques années, c'est une concession Peugeot, et puis là encore plus récemment Peugeot et BSA, avec les nouveaux monocylindres BSA là, qui sont arrivés sur le marché. Et sur le même trottoir, mais alors juste à côté donc, de cette agence, cette concession Peugeot BSA, il y a Harley-Davidson Massilia, donc la grande concession marseillaise, qui sans doute ne le savent-ils pas, ou peut-être que je leur ai dit à un moment ou à un autre, ils avaient donc juste à côté de chez eux l'agence Indian à partir de 1920. Il y avait donc aussi des agences, des importateurs ou concessionnaires, appelez ça comme vous voulez. À l'époque, on les appelait pas des concessionnaires, on parlait vraiment d'agents en général. Il y avait aussi Harding, qui était donc l'agent Excelsior Henderson, et Valpic, qui s'occupait de Cleveland. Donc ça, c'était vraiment un très petit marché, parce que c'était des petits monocylindres, pas très très intéressants. Euh, je préciserai donc que ces concessionnaires, certains, enfin ces agents, étaient vraiment très très actifs au niveau marketing. Il y avait par exemple l'agence Harley-Davidson de Bladis et Sigrand qui fabriquait des pièces pour améliorer les motos. Et alors ils changeaient les fourches, ils changeaient pas mal de choses. Je vous en montre une ici à l'écran, et au point d'inscrire leur nom sur le réservoir. Donc c'était plus une Harley-Davidson, à leurs yeux, c'était une Sigrand et de Bladis, ou de Bladis et Sigrand, peu importe. Il y avait aussi l'entreprise Filiat à Levallois, qui éditait un catalogue. Alors j'ai une photo là que je vais vous montrer à l'écran. J'ai le catalogue quelque part, mais je ne sais plus où je l'ai mis. En tout cas, il y a une double page qui vous montre une Harley de 1925 avec le réservoir en forme de goutte d'eau, enfin les débuts du streamlining chez Harley-Davidson. Et on proposait donc des kits de carrosserie pour aussi bien rabaisser un petit peu l'assise de la moto, comme c'était le cas à partir de 1925, et pour arrondir un petit peu les formes. Donc on prenait tout simplement une Harley rescapée de la Première Guerre mondiale, hein, une J de 1917, 18, 19, et on arrivait un petit peu à la moderniser, sans pour autant moderniser la mécanique. Même chose à propos donc des agents Indian. Donc là, par exemple, ça c'était le catalogue Indian 1926 de Second, donc la filiale française. Donc ils pouvaient déjà au compte-gouttes avoir des motos neuves, je dis bien au compte-gouttes, hein, parce que principalement toutes ces agences vivaient du reconditionnement et de l'entretien des motos de la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est pareil, moto Indian, pièces détachées, Filia et Suro. Voilà, donc c'est comme une parts list, hein, il y a toutes les pièces détachées avec les illustrations et les prix. Là, c'est maison Paul Blauser, donc ça date de 1920. Voilà, celle-ci est de 1927. Enfin voilà, il y en a beaucoup comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns, j'en ai d'autres ailleurs, mais je sais pas trop où je les ai mis. J'ai également des lettres. Alors attendez, dans mon classeur magique, mon classeur à lettres, j'ai quelques... Voilà, là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une facture de 1925, donc
voilà, rue Lebon, donc ça c'est l'importateur Indian. Ça, c'était Good, voilà, Good et Denizet. Ah bah oui, c'est eux aussi, Jerkinel, là, ce sont eux qui ont fabriqué les petites copies d'Harley à moteur 2 temps, donc les Arlette Gecko, Salty, qui faisait non seulement Harley-Davidson, comme c'est inscrit ici, mais aussi NSU et Royal Enfield. Et ça, c'était quoi? India Moto, oui, enfin voilà, ça c'est encore un vendeur, un revendeur de pièces exclusivement indiennes. Voilà, donc je vous montre là aussi des publicités. Alors j'ai ici un petit dossier donc rempli de ces pubs. Alors voilà, Indian Scout. Voilà, tout ça ce sont des originaux que j'ai découpés dans des vieux magazines, des magazines français. Donc ça, c'est vraiment uniquement des publicités d'agences françaises. Voilà, là, il y a déjà le logo du Bar and Shield, sans doute un des premiers qu'on a vu arriver en France, de Bladis Sigrand. Harding, voilà, Harding qui faisait donc Excelsior Henderson. Et puis il y avait des accessoiristes, donc les knee grips, donc les grippes genoux, là par exemple, je vous les montre. Voilà, les grippes genoux qu'on pouvait mettre donc sur sa Harley de la Première Guerre mondiale, pour faire comme sur les motos anglaises ou certaines françaises, hein, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pas, c'était la petite histoire du jour, donc c'était juste pour rappeler aux gens ou apprendre aux gens qui s'intéressent un petit peu à toute cette histoire que l'Harley Davidson en France et l'Indian en France, donc c'était pas à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais bien à partir de la Première Guerre mondiale, même un petit peu avant pour certains modèles de course. Je vous ferai peut-être une autre vidéo, un de ces quatre, sur les débuts de la course des Harley et des Indian en France, parce que là aussi, j'ai énormément de documents, hein. Il y avait par exemple, Grapperon, il a couru en France donc sur des modèles vraiment très spécifiques. Il y a eu aussi des 4 soupapes, enfin des 8 soupapes, des V-twin 8 soupapes qui ont couru en France. Bon, il y avait bien sûr Paul Anderson à Arpajon en 1925, je vous avais fait aussi une vidéo à ce sujet, mais lui c'était un Américain qui est venu avec sa moto et qui est reparti avec sa moto, mais d'autres étaient vraiment ici, ont couru à Montlhéry dans les années 1925 sur des Indian monocylindres à 4 soupapes. Enfin, il y a eu vraiment des choses très intéressantes qui se sont passées en France. Et justement, Harley-Davidson, en ce moment, s'intéresse énormément à tous ces aspects, comment dire, des aspects de l'histoire Harley hors des États-Unis. Et c'est pour ça que je leur ai envoyé il n'y a pas longtemps quelques photos, dont cette photo originale que je vous montre là, avec des militaires français autour d'une Harley de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est une photo en agrandissant d'après les affiches publicitaires qu'il y a derrière. J'ai vu qu'elle date de 1921. J'étais très tenté de la garder pour ma collection, mais je me suis dit, bon, allez, ils ont absolument rien dans leurs archives concernant vraiment le passé de l'Harley en Europe et plus particulièrement en France. Et comme j'aimerais bien un jour leur proposer une expo sur les racines européennes de cette marque, voilà, donc j'ai fait l'effort de leur envoyer ça et puis quelques autres photos de ma collection. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres vidéos. Salut!